Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de commencer le dernier cours de cette série consacrée à la transition de Corset-Sawless. Avant ça, je vous rappelle le séminaire qu'on aura à 11h15. Ce sera Isabelle Bouchoul qui nous parlera non plus de systèmes bidimensionnels, mais de systèmes unidimensionnels, qui sont également très intéressants, comme vous le verrez. Alors, le cours d'aujourd'hui est donc intitulé, si on peut baisser la lumière un petit peu, merci, intitulé Invariance d'échelle classique, anomalie quantique. Et j'espère que ce titre un petit peu cryptique deviendra plus clair dans la suite de l'exposé. Donc je vous rappelle où on en est dans notre étude de la transition de Corset-Sawless. On s'est concentré essentiellement sur des fluides à deux dimensions, de particules obéissant à la statistique de Bose-Einstein et en interaction. On a vu que les interactions étaient quelque chose d'essentiel pour cette transition de Corset-Sawless. On a pris des interactions à courte portée et on a décrit notre fluide en termes de champ classique, c'est-à-dire que l'état du fluide, qui est a priori une fonction de n-corps, ou une matrice densité n-corps, on l'a décrit comme un état produit caractérisé par un champ classique psi de R, fonction donc à deux variables psi de xy. Ce psi de xy est un objet qui est un objet complexe, a priori, avec une amplitude et une phase. Et on a montré donc que pour un fluide décrit de cette manière, une transition superfluide pouvait se produire en dépit du théorème de Mermin-Wagner-Weinberg qui nous dit qu'il n'y a pas d'ordre à longue portée dans les systèmes bidimensionnels. Mais néanmoins, ce qu'on a vu ensemble, c'est qu'il peut y avoir une transition de phase d'un type très particulier. Et cette transition de phase, on a vu qu'elle était pilotée par les défauts topologiques. Ces défauts topologiques, en l'occurrence pour un système décrit par un champ psi de R, eh bien, ce sont des vortex. Un vortex est simplement un zéro de ce champ, autour duquel la phase de ce champ, puisque le champ est un objet complexe, la phase tourne de plus de pi ou moins de pi. On a donc des vortex qui sont positifs ou négatifs. Les vortex de charge supérieure ne jouent pas de rôle dans la théorie. Et ces vortex sont toujours présents dans le système dès que la température est non nulle, mais la manière dont ils peuvent être présents dépend de la température. À suffisamment basse température, ils sont forcément appariés. Un vortex de charge plus, c'est-à-dire avec un moment de phase de plus de pi, est toujours au voisinage immédiat d'un vortex de charge moins. Donc on forme comme ça des entités neutres qui ne touchent pas, topologiquement neutres, qui ne perturbent pas la superfluidité. Et quand on augmente la température, eh bien, il y a une température critique au-dessus de laquelle les paires de vortex se dissocient. À ce moment-là, on a des vortex de charge plus et des vortex de charge moins qui évoluent indépendamment les uns des autres. Et ça suffit à tuer la superfluidité. Alors, on a caractérisé ensemble le point de transition. Un bon moyen pour caractériser cette transition, c'est de travailler avec une quantité physique sans dimension qui est la densité dans l'espace des phases, qui est le produit de la densité spatiale ρ fois le carré de la longueur d'onde thermique, la taille caractéristique d'un paquet d'ondes à température T, qui est écrite ici. Ça varie lambda T carré varie comme 1 sur T. Et ce qu'on a vu ensemble, donc, c'est que quand cette densité dans l'espace des phases est inférieure à une valeur critique, eh bien, on est dans l'état normal. C'est là qu'on a cette prolifération des vortex de charge positive et de charge négative qui évoluent indépendamment les uns des autres. Et au-dessus d'une certaine densité dans l'espace des phases critiques, eh bien, c'est là que les vortex s'apparient et l'état peut devenir superfluide. Et ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière, c'est que cette densité critique dans l'espace des phases se caractérise entièrement en fonction du paramètre G tilde, paramètre lui aussi sans dimension, qui caractérise la force des interactions dans un système bidimensionnel. G tilde peut être grand ou petit devant 1. Quand il est petit devant 1, on peut dire qu'on a des interactions faibles. Quand il est grand devant 1, on a des interactions fortes. Et bien, le résultat qu'on a trouvé, qui est essentiellement dans le régime interaction faible, c'est-à-dire G tilde inférieur ou égal à 1, donc je l'avais justifié par des arguments simples, et puis là je vous donne des résultats qui viennent de simulations numériques à base de champs classiques, c'est que la densité d'espace des phases critiques varie comme le log de 1 sur G tilde, avec au numérateur donc une constante déterminée numériquement qui est de l'ordre de 400, 380 plus précisément. Et une autre manière de caractériser ce point critique, c'est de regarder à quel potentiel chimique, à quelle température ça se produit. Et ce qu'on a trouvé, c'est que le rapport mu sur kT, qui là encore une fois est un nombre sans dimension, puisque mu, le potentiel chimique, est une énergie et kT c'est une autre énergie, eh bien ce rapport potentiel chimique sur température, lui aussi ne dépend que de G tilde et fait intervenir un autre coefficient numérique déterminé également à base de simulation de Monte Carlo de champ classique et qui vaut de l'ordre de 13.
Alors, un point sur lequel j'attire votre attention, c'est donc que la caractérisation du point de transition, ici, se fait uniquement en termes du paramètre sans dimension mu sur t. Mu et t sont deux variables thermodynamiques qui sont a priori prises indépendantes. On va y revenir en détail dans le cours d'aujourd'hui. Mais là, ce qu'on trouve, c'est que c'est simplement mu sur t qui compte. Vous allez voir que ce n'est pas un hasard. Et un moyen de se convaincre que ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire de progresser dans cette généralité de la pertinence du rapport mu sur t, c'est de regarder pas seulement le point critique, mais de regarder l'équation d'état du fluide de Bose à deux dimensions. Et cette équation d'état, en fait, on l'a déjà établie, au moins dans deux régimes limites. Le premier régime, c'est le régime dans lequel le gaz est très dilué, pour lequel les interactions jouent un rôle très très faible. Donc on peut prendre essentiellement le gaz parfait, ça c'est ce qu'on avait étudié au début de ce cours, je crois que c'était le cours numéro 2. Et on avait trouvé que la densité dans l'espace des phases pour ce gaz parfait s'écrivait comme une fonction polylogarithme qu'on appelle la fonction G1, mais qui a une expression explicite en termes de logarithme. C'est moins log de 1 moins exponentielle de moins mu sur kt. Donc là encore, la seule chose qui compte ici, c'est le rapport mu sur t, ce n'est pas mu et t pris indépendamment. On avait également regardé, mais ça c'était la semaine dernière, le régime dense, au contraire, où il y avait une réduction des fluctuations de densité. On avait utilisé l'approximation de Bogoliubov pour traiter ce problème. Et on avait trouvé qu'à ce moment-là, la densité dans l'espace des phases s'écrit le terme dominant qui est mu sur t fois quelque chose qui dépend de la force d'interaction, de pi sur g tilde, et puis un premier terme correctif qui était en log de kt sur mu, plus d'autres termes qu'on n'était pas allé voir, mais qu'on peut calculer par un développement. Et là encore, vous voyez que dans ces deux régimes, c'est vraiment mu sur t, ou t sur mu, qui compte, et pas mu et t pris séparément. Donc, une des questions que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous, c'est est-ce que c'est un hasard que ce soit simplement mu sur t que je trouve dans ces deux cas limites, que je trouve pour caractériser le point critique, ou est-ce que c'est quelque chose qui révèle une propriété physique profonde? Bien évidemment, la réponse, si je la pose comme ça, c'est que c'est la deuxième réponse qui est la bonne, c'est qu'il y a une propriété physique profonde, spécifique des problèmes à deux dimensions, qui fait que c'est simplement mu sur t qui intervient et non pas mu et t séparément. Et cette propriété physique profonde, c'est ce qu'on appelle une invariance d'échelle, et c'est ça que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui. Alors, juste pour vous montrer que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident, c'est que si vous allez regarder des gaz unidimensionnels ou des gaz tridimensionnels, à ce moment-là, mu et t jouent des rôles séparés. C'est vraiment seulement à deux dimensions que mu sur t est le paramètre pertinent, et non pas mu et t pris séparément. Donc c'est ça que j'aimerais faire aujourd'hui, au moins dans la première partie. J'aimerais qu'on comprenne ensemble l'origine de cette invariance d'échelle, et ce qu'on va voir, c'est que cette invariance d'échelle, en fait, on pourrait la trouver en d'autres dimensions, mais à condition de prendre des potentiels bien spécifiques, comme des potentiels variant comme 1 sur RI moins RJ au carré. Cela, à ce moment-là, je vous montrerai pourquoi est-ce qu'ils présenteraient cette invariance d'échelle à 1D ou à 3D. Mais si on se limite à des potentiels de contact, ce qui est ce qu'on a fait dans tout ce cours, eh bien, c'est seulement la distribution de Dirac à deux dimensions qui a le bon goût de présenter cette invariance d'échelle. La distribution de Dirac à 1D ou 3D ne la présentera pas. Malheureusement, un potentiel de contact, c'est-à-dire une distribution de Dirac à deux dimensions, eh bien, quand on va vraiment voir la mécanique quantique, c'est-à-dire qu'on traite quantiquement une collision entre deux particules, eh bien, on a un problème. Ça, ce sera la deuxième partie du cours, je vous le montrerai pourquoi il y a un problème effectivement en mécanique quantique avec un potentiel à deux dimensions. On verra qu'il est obligatoire de régulariser ce potentiel de contact, et c'est là qu'émergera la notion d'anomalie quantique lors de cette régularisation. Et puis donc, dans une dernière partie, ce que j'aimerais, c'est qu'on regarde encore cette invariance d'échelle, mais non pas sur le plan de la thermostatique, c'est-à-dire sur l'équation d'état du système, mais sur des aspects plus dynamiques, et on s'intéressera à ce qu'on appelle le mode de respiration d'un gaz piégé. Vous verrez à quoi ça correspond à la fin du cours. Voilà, donc c'est le programme pour aujourd'hui. Et pour commencer, donc, j'aimerais essayer de bien comprendre ce qu'est cette invariance d'échelle à l'équilibre thermodynamique. Alors pour ça, je vais commencer par un petit rappel sur la manière de décrire en thermodynamique un gaz, un fluide. Et là, ça va sûrement être des rappels pour beaucoup d'entre vous, mais c'est juste pour bien situer la problématique et bien comprendre les variables pertinentes pour décrire un système physique. Alors, j'ai fait une revue assez générale dans les notes. Là, je vais me concentrer sur deux manières de décrire un système, qui sont les deux qui vont nous servir dans la suite. C'est d'une part l'ensemble canonique, d'autre part l'ensemble grand canonique.
L'ensemble canonique, ça consiste à se donner un système, c'est le carré vert ici, et ce système, je lui donne deux propriétés intrinsèques, son volume et le nombre de particules que je mets dedans. Alors quand je parle de volume, si je suis à deux dimensions, c'est plutôt l'air qu'il faut prendre, plutôt que le volume évidemment. Je dirais, quand je parlerai de volume, c'est un terme générique pour décrire la longueur à une dimension, l'air à deux dimensions, ou le véritable volume à trois dimensions. Mais donc je mets V parce que c'est à ça qu'on est habitué dans les cours de thermo. Donc ça, les deux variables intrinsèques du système dans l'ensemble canonique sont donc N et V, et par ailleurs, je suppose que ce système peut échanger de l'énergie avec un réservoir, un gros réservoir, qui peut fournir donc autant d'énergie qu'on peut lui demander. Et dans cet échange d'énergie, donc, le réservoir vient imposer sa température T au système. Donc j'ai finalement trois variables thermodynamiques pertinentes, la température et puis N et V, les variables intrinsèques du système. Alors une fois qu'on a identifié ces variables thermodynamiques, dans ce qu'on appelle donc l'ensemble canonique, il y a un potentiel thermodynamique qui est adapté à ces trois variables, c'est ce qu'on appelle l'énergie libre de Helmholtz, on la note traditionnellement grand F, qui est donc une fonction des trois variables T, N et V, et cette fonction d'état a donc une différentielle df qui s'écrit en fonction des trois variations infinitésimales des trois variables que j'ai choisies ici, T, N, V, donc dt, dn et dv. Et les coefficients qui viennent se mettre devant, eh bien, par définition, c'est moins S ici, où S est l'entropie, plus mu, où mu est le potentiel chimique du système, moins P, où P est la pression du système. Alors, dire qu'on a une différentielle totale, là, ça veut dire donc que la pression, par exemple, enfin, mais je pourrais écrire la même chose pour l'entropie et pour le potentiel chimique, donc la pression P se calcule pour un système comme ça, une fois que je connais grand F, ça se calcule simplement en prenant la dérivée partielle de l'énergie libre de Helmholtz par rapport au volume, ou la surface ou la longueur si vous passez à 2D ou à 1D, en gardant les deux autres variables propres à cet ensemble canonique constante, à savoir en gardant constant la température et le nombre de particules. Voilà, donc on est en terrain sur le plan de la thermodynamique habituelle. Un autre ensemble qui est très commode à utiliser, c'est l'ensemble grand canonique. L'ensemble grand canonique, ça consiste toujours à prendre le même système, donc toujours caractérisé par son aire ou son volume grand V, mais je suppose maintenant que ce système peut échanger à la fois de l'énergie et des particules avec le réservoir. Donc grand N, que j'avais tout à l'heure, n'est plus une variable intrinsèque du système. Grand N peut fluctuer selon le réservoir que je mets ici. Et en fait, le réservoir est à ce moment-là caractérisé par son potentiel chimique mu, c'est-à-dire sa capacité à fournir des particules au système que j'ai considéré. Donc le réservoir est caractérisé par sa température T que j'avais déjà dans l'ensemble canonique et son potentiel chimique mu. Et le système donc, a toujours comme quantité intrinsèque son volume V. Donc j'ai à ce moment-là trois variables thermodynamiques pertinentes qui sont T, mu et V. Et le potentiel thermodynamique qui est bien adapté à ce système, c'est ce qu'on appelle l'énergie libre de Landau. Ça, c'est notre grand oméga, traditionnellement. Donc ça dépend des trois variables T, mu et V. Et ça se déduit du grand F que j'avais à la diapositive précédente, l'énergie libre de Helmholtz, par ce qu'on appelle une translation de Legendre. Et cette translation de Legendre, eh bien, elle prend en compte que j'ai ouvert un petit canal ici pour favoriser l'échange de particules. Donc je prends ma variable grand N que j'avais avant, je la multiplie par sa variable conjuguée mu que j'avais aussi avant. Donc je prends grand F moins mu n, et à ce moment-là, j'obtiens une fonction grand oméga qui est une fonction non plus de n ici, mais de mu. Et donc la différentielle de d oméga, qui est également une fonction d'état, c'est moins s dt, moins n d mu, moins p dv. Et si vous voulez de nouveau calculer la pression dans ce formalisme-là, eh bien, vous voyez que la pression apparaît devant dv, donc vous la calculez comme tout à l'heure en prenant la dérivée du potentiel thermodynamique par rapport au volume. Mais attention, le potentiel, c'est maintenant grand oméga, et les variables à garder constantes, c'est plus t et n comme tout à l'heure, mais c'est t et mu qui sont les trois variables pertinentes, enfin les deux autres variables pertinentes pour mon ensemble. Voilà, donc ça c'est, pour le dire, c'est un petit rappel sur la manière dont on traite les variables thermodynamiques et les potentiels associés. Alors, une notion importante, c'est une notion d'équation d'état. Une fois que j'ai caractérisé mon système par ces variables-là, eh bien, ce qu'il faut, c'est donc trouver les propriétés physiques du système, et ces propriétés s'énoncent en donnant une équation d'état au système. Alors, donner une équation d'état, c'est exprimer une grandeur physique,
la pression, par exemple, mais ça pourrait être l'entropie ou ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Donc prenons la pression, par exemple, en fonction de variables thermodynamiques dans des ensembles. Donc vous fixez un ensemble, canonique, grand canonique, et vous exprimez une grandeur en fonction de ces trois variables. Alors, l'équation d'état qu'on connaît tous, hein, c'est l'équation d'état du gaz parfait. Donc, le PV égale nRT ou nKT, selon que vous travaillez en nombre de moles ou en nombre de particules. Donc, prenons le nombre de particules, donc PV égale nKT, nKBT. Bien, ça peut se faire sous la forme P égale nKBT sur V. Et donc là, j'ai exprimé la pression en termes des trois variables de l'ensemble canonique, Tn et V. Donc, voilà une équation d'état très simple. Et une fois qu'on a une équation d'état, c'est-à-dire que j'ai exprimé une des grandeurs physiques comme la pression en termes de mes trois variables, eh bien, si vous voulez trouver d'autres équations d'état, vous pouvez, simplement en utilisant le fait donc, que les potentiels qu'on a utilisés sont des fonctions d'état. Donc, si vous prenez la dérivée seconde de grand F par rapport d'abord au volume, puis par rapport à la température, eh bien, c'est égal à la dérivée de même grand F d'abord par rapport à la température, puis par rapport au volume, ce qu'on appelle les relations de Maxwell. Et si vous regardez à quoi ça correspond, ça, eh bien, la dérivée d2f sur dt dv, je dérive d'abord par rapport au volume, donc j'ai la pression, et ensuite je dérive la pression par rapport à la température, à n et v constant. Ça doit être égal à la dérivée de l'entropie par rapport au volume, à t et n constant. Donc si j'ai su calculer la pression, par exemple, pour un gaz parfait comme ça, eh bien, je peux calculer l'entropie à partir de ça, simplement en intégrant l'équation différentielle. C'est à une constante près, bien sûr. Incidemment, pour ceux qui feraient le calcul, c'est ce qu'on appelle le calcul dans l'entropie dérivée de ça, c'est ce qu'on appelle la formule de Sackur-Tétrode. Voilà, c'est l'entropie du gaz parfait, ça fait intervenir des logs. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails. Mais enfin bon, voilà, quand on a une équation d'état, par exemple P en fonction de TNV, eh bien on a les autres. Donc, on a, comme j'ai dit, trois variables, TNV, TMUV, pour décrire un fluide. Est-ce que ces trois variables sont également pertinentes? Alors, ce qu'on va voir sur la méthode de cas très général, c'est qu'en fait, il y en a une qui est vraiment pas importante, en tout cas facile à traiter, et qu'il y a vraiment besoin de deux variables non triviales pour décrire un système. Vous allez voir que ce sera muetté dans l'ensemble grand canonique. Et ce que la variance d'échelle va nous apporter, c'est qu'en fait, ce n'est pas la peine de prendre mu et t dans des systèmes à variance d'échelle, il en suffit d'une variable, à savoir le rapport mu sur t. Donc ce que j'aimerais faire dans les diapositives qui viennent, c'est vous montrer comment est-ce qu'on passe de 3 variables à 2, puis de 2 à 1 quand on a la variance d'échelle. Alors passer de 3 à 2, ça je dirais, c'est quelque chose qui est très général, ça ne dépend finalement que d'une chose, il faut avoir des interactions à relativement courte portée. Dès que vous avez un système avec des interactions à courte portée, c'est très facile d'éliminer une des trois variables thermodynamiques pour ne travailler qu'avec deux. Le point, c'est le suivant. C'est-à-dire que si vous prenez un fluide homogène, et là, je peux être à 1D, 2D, 3D, ça n'a pas d'importance, avec des interactions à courte portée, plaçons-nous dans l'ensemble grand canonique, c'est là que c'est le plus simple à expliquer. Si je prends mon système et que je lui donne un volume V, alors qu'il interagit avec un réservoir de température T et de potentiel chimique mu, eh bien si maintenant je prends un autre système de volume un petit peu plus grand, donc lambda V, j'ai mis un paramètre d'échelle sur la taille du volume, mais en interaction avec le même réservoir de même température T, de même potentiel chimique mu, eh bien, l'énergie libre de Landau, le grand oméga, qui dépend des deux variables intensives T et mu qui n'ont pas changé et simplement du volume, eh bien, cette énergie libre de Landau, elle est simplement multipliée par le facteur d'échelle que j'ai mis sur le volume. Ça se démontre rigoureusement, je ne vais pas faire la démonstration, mais ça se démontre rigoureusement dès que vos interactions sont à courte portée. C'est-à-dire que je ne veux pas des interactions en 1 sur R parce que là, je perdrais l'extensivité. Mais si les interactions sont à courte portée, eh bien simplement, si je double simplement la taille du système, eh bien je vais doubler l'énergie interne du système et donc à ce moment-là, tout va simplement être proportionnel au volume. Donc ça simplifie beaucoup dès qu'on a des interactions à courte portée parce que donc j'ai oméga d'un système température T, potentiel chimique mu, volume V fois lambda, eh bien c'est simplement le oméga du système de même température, de même potentiel chimique, de volume lambda V. Et comme dω sur dV, c'est la pression, eh bien, la relation, donc oméga, c'est V fois la dérivée par rapport à V, c'est simplement une autre manière d'écrire la proportionnalité. Ça me dit que grand oméga de T, mu et de V, encore une fois avec ces trois variables, eh bien, c'est simplement cette dérivée-là, mais qui est la pression, P ici, fois le volume V que j'ai mis là. Donc, le grand oméga qui dépend a priori de trois variables, en fait, il
il y a une des trois variables qui disparaît facilement, enfin elle ne disparaît pas, mais elle se met en facteur, c'est le volume. Et ce qui reste ici, c'est quelque chose qui ne dépend que de la température et du potentiel chimique. P, c'est la même pression, fonction de T et de mu. Donc, comme je disais, j'ai trois variables au départ, mais il y en a une qui se met en facteur. Et pour caractériser les variables intensives, comme la pression, eh bien, ou l'entropie par particule, eh bien, tout ce qui compte, c'est les deux autres variables, T et mu. Voilà. Alors, j'ai fait ça en utilisant l'énergie de Landau, c'est-à-dire en mettant l'ensemble grand canonique. La raison pour laquelle j'ai fait ça en grand canonique, c'est parce que T et mu sont vraiment invariantes dans ce cas-là. Si j'avais travaillé en ensemble canonique, à ce moment-là, mes variables thermodynamiques auraient été T, N et V, et j'aurais dû faire ma loi d'échelle à la fois sur le nombre de particules et sur le volume. Ça aurait été un tout petit peu plus long à faire et un tout petit peu plus compliqué. Donc c'est plus commode de se placer dans l'ensemble grand canonique pour établir cette première loi d'échelle qu'on appelle la loi d'échelle homogène. Voilà, donc comme on s'intéresse à des systèmes à courte portée, on a donc deux variables thermodynamiques, T et mu, à prendre en compte. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est simplement mu sur T qui compte dans un système bidimensionnel? Alors pour ça, eh bien, je vous propose d'examiner le cas du gaz parfait. On va commencer par le cas du gaz parfait, pour lequel on a toujours le fait que l'équation d'état du gaz parfait ne dépend que de mu sur T. Et on va essayer de voir d'où ça vient, ça, pour le gaz parfait. Et une fois qu'on aura compris ça, on verra comment est-ce qu'on peut le généraliser au système en interaction. Alors pourquoi est-ce que la densité d'espace de phase du gaz parfait ne dépend que de mu sur T? Va dire que ça dépend que de mu sur T, ça veut dire que mon système donc, est invariant si je multiplie le potentiel chimique mu par un certain facteur et la température par le même facteur. Si je multiplie mu et T par le même facteur, le rapport mu sur T est inchangé, donc je n'ai pas changé ma densité dans l'espace des phases. Donc ce facteur, je vais l'écrire 1 sur lambda 2, pour une raison qui va apparaître dans un instant. Donc j'ai cette invariance quand T est multiplié par 1 sur lambda 2 et mu est multiplié par le même facteur 1 sur lambda 2. Pour le comprendre, pourquoi ça se passe comme ça pour le gaz parfait, eh bien, le plus simple, c'est de rester donc dans l'ensemble grand canonique et d'écrire la fonction de partition de ce gaz dans l'ensemble grand canonique. Alors, c'est quelque chose qui est un petit peu rébarbatif quand on le voit au premier abord, mais rassurez-vous, c'est finalement tout très simple. Cette fonction de partition dans l'ensemble grand canonique, c'est quoi? C'est déjà, puisque le nombre de particules peut fluctuer, puisque j'échange des particules avec un réservoir, c'est la somme sur le nombre de particules potentielles dans le système, donc somme sur grand N. Le premier facteur, c'est 1 sur factoriel n. Il est là pour prendre en compte l'indiscernabilité des particules. Pour ceux d'entre vous qui ont fait de la thermodynamique, c'est pour résoudre le paradoxe de Gibbs, essentiellement combler sur 1 sur factoriel n. En fait, il ne va pas jouer de rôle dans la suite, mais enfin bon, je le mets pour être correct. Et puis ensuite, eh bien, j'ai une intégrale sur toutes les configurations possibles du système. Donc là, je suis dans le terme de la somme avec n particules, donc j'ai n particules dans mon système, et je somme sur toutes les positions RJ et toutes les impulsions PJ possibles de mes grand N particules, donc j'ai cette intégrale sur les D2RJ, D2PJ, de l'exponentielle de l'énergie du système moins mu n, divisé par kT. Voilà, ça c'est la manière dont je calcule la fonction de partition. L'énergie du système, c'est a priori les énergies cinétiques et l'énergie potentielle, mais comme j'ai un gaz parfait, la seule énergie que j'ai à prendre en compte, c'est l'énergie cinétique, la somme des PJ carrés sur 2m. Et maintenant, faisons cette loi d'échelle sur la température et sur le potentiel chimique. Et on va regarder chacun des termes de la somme, grand N, indépendamment. Donc quand je regarde un terme grand N donné, quand je fais ici une loi d'échelle sur mu et une loi d'échelle sur T, là j'ai le rapport mu sur T donc, qui va rester constant. Donc le terme en moins mu n sur kT, lui, ne va pas être affecté. Donc intéressons-nous au terme E sur kT, ici, quand je fais la loi d'échelle. Donc je multiplie T par 1 sur lambda 2. Donc si je veux montrer que chacun des termes de la somme est invariant, pour expliquer pourquoi la densité dans l'espace des phases est invariante, elle aussi, il faut que je me débrouille pour que grand E soit invariant. Pardon, pas grand E soit invariant. Il faut que grand E soit multiplié par 1 sur lambda 2 pour que E sur kT soit invariant. T est changé comme ça, donc il faut que grand E soit changé également comme ça. Comment est-ce que je peux m'y prendre pour que grand E soit changé en 1 sur lambda 2 fois grand E? Ça c'est simple, puisque grand E c'est PJ carré sur 2m. Si je multiplie dans ma somme tous les PJ par 1 sur lambda dans cette somme, eh bien, l'énergie grand E sera multipliée par 1 sur lambda 2. Mais ce que je veux, c'est que le terme global soit invariant. Donc si je multiplie PJ par 1 sur lambda, je vais aussi changer le D2PJ. Donc comment est-ce que je peux maintenir tout ça constant? C'est simple, il faut que je multiplie RJ par lambda RJ. Si je multiplie PJ par 1 sur lambda PJ, bien l'élément d'intégration, le D2R, D2P, lui ne sera pas modifié. Je garderai cet élément de volume constant dans l'espace des phases.
Et à ce moment-là, eh bien, si je fais tout ça, vous voyez que dans ma somme qui porte sur l'ensemble grand canonique, eh bien, chacun des termes grand N ici sera invariant. Quand je ferai mon changement d'échelle, je change RJ en lambda RJ, c'est-à-dire que je dilate mon système, je réduis mes vitesses en faisant cette chose-là, je change ma température, je change mon potentiel chimique comme écrit comme ça, eh bien, je retombe sur exactement la même fonction de partition. Et ça, eh bien, on peut vérifier facilement que du coup, la densité d'un espace des phases est effectivement invariante quand on fait ça. Puisque comme je ne change pas les termes de la somme ici, eh bien, chacun des termes va garder sa même valeur, donc la valeur moyenne de grand N ne va pas être modifiée. J'ai simplement, comme j'ai dilaté mon système, augmenté la distance moyenne entre particules par un facteur lambda. Et par ailleurs, comme j'ai réduit ma température d'un facteur 1 sur lambda 2, j'ai augmenté ma longueur d'onde thermique, puisque ma longueur d'onde thermique elle est 1 sur racine de t, également d'un facteur lambda. Donc dans cette opération de changement d'échelle, j'ai éloigné chacune des particules de ses voisines, mais j'ai également augmenté la longueur d'onde de De Broglie, la longueur d'onde thermique, par le même facteur. Donc le rapport entre les deux longueurs, distance au voisin divisé par la taille d'un paquet d'ondes, elle est inchangée. Donc ma densité dans l'espace des phases est bien constante. Voilà, donc pour le gaz parfait, on comprend bien qu'il y a une invariance d'échelle. Elle est liée au fait que quand je fais ce changement de variable dans l'intégrale, je garde constant l'élément d'intégration, je multiplie mon énergie cinétique par 1 sur lambda 2, et ce 1 sur lambda 2 de l'énergie cinétique vient compenser le 1 sur lambda 2 de mu et le 1 sur lambda 2 de p. Donc tout ça, c'est invariant. Maintenant, que se passe-t-il pour un gaz réel, ou un fluide réel, avec des interactions? Donc un fluide réel, je peux reprendre exactement le même argument sur ma fonction de partition. Simplement, l'énergie ne sera plus simplement l'énergie cinétique Pj carré sur 2m, mais j'aurai également le terme d'interaction, que je vais prendre binaire pour simplifier, 1,5 de V de Ri moins Rj, E sin plus E int. Et donc toute la question, c'est quand je fais ma dilatation qu'on vient de voir, Rj donne lambda Rj, Pj donne 1 sur lambda Pj, E cinétique donne 1 sur lambda 2 E cinétique. Donc quelque chose qui correspond à passer de ça à ça. Qu'est-ce qui se passe pour le terme d'interaction? Eh bien, je conserverai mon invariance d'échelle, celle que j'ai trouvée pour le gaz parfait, si et seulement si le terme d'interaction subit la même loi de dilatation, à savoir que le terme d'interaction, comme l'énergie cinétique, est multiplié par 1 sur lambda 2. Si à ce moment-là, si les deux termes dans l'énergie sont multipliés par 1 sur lambda 2, donc toute l'énergie sera multipliée par 1 sur lambda 2, et je pourrai, tout comme je l'ai fait à la diapositive précédente, réabsorber ce 1 sur lambda 2, et je retomberai sur mes pieds pour la densité dans l'espace des phases. Alors, à quelles conditions est-ce que l'énergie d'interaction est multipliée par 1 sur lambda 2? Donc, ce qu'il faut, c'est que quand je multiplie toutes mes distances par un facteur lambda ici, l'énergie potentielle soit multipliée par 1 sur lambda 2, donc il faut que V de lambda R soit égal à 1 sur lambda 2 V de R. Voilà. Donc, si vous me donnez un potentiel d'interaction entre particules qui vérifie cette propriété-là, à savoir que j'ai un potentiel V de R homogène de degré moins 2, pour utiliser des termes mathématiques, eh bien, à ce moment-là, je sais que j'aurai cette invariance d'échelle, c'est-à-dire que l'équation d'état ne dépendra que de mu sur T. Alors, quels sont les fluides invariants d'échelle? Donc, quels sont les fluides qui sont décrits par une potentielle d'interaction comme ça? Eh bien, déjà, j'ai évidemment le gaz parfait, puisque c'est de là qu'on est parti, et puis, comme j'ai V égale 0 pour le gaz parfait, donc là, tout va bien. Vous pouvez prendre un fluide avec des interactions qui sont en 1 sur R2, à ce moment-là, c'est gagné, quelle que soit la dimensionnalité. Si votre fluide, si V de R s'écrit alpha sur R2, eh bien, vous aurez cette invariance d'échelle. Ça, c'est des modèles qu'on appelle des modèles de Calogero-Sutherland-Moser. C'est des modèles qui sont très étudiés en physique mathématique et en théorie quantique des champs, parce que ce sont des modèles qui, au moins une dimension, sont exactement solubles et donnent lieu à des propriétés tout à fait remarquables. Je ne vais pas en dire plus ici, mais c'est des modèles qui ont été très étudiés. Et puis, vous avez, ce qui nous tient à cœur cette année, c'est l'interaction de contact à deux dimensions. Parce que quand vous prenez une distribution de Dirac delta de R à une dimension et que vous multipliez l'argument par un facteur lambda, donc vous prenez delta de x et vous le comparez à delta de lambda x, eh bien delta de lambda x, c'est simplement 1 sur delta de x, plus précisément 1 sur valeur absolue de delta, 1 sur valeur absolue de lambda, delta de x. Et si vous faites la même chose à deux dimensions, eh bien delta de 2 de lambda r, c'est 1 sur lambda 2, delta 2 de r. Donc à deux dimensions, on a le facteur lambda 2 qu'on veut. On ne l'a pas à 1D, on ne l'a pas à 3D, mais on l'a à 2D. Et c'est pour ça que 2D est spécifique, deux dimensions c'est spécifique, pour ces interactions de contact. C'est que ça nous donne justement le bon facteur qu'on veut, le facteur d'échelle,
qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, dans tous ces cas, eh bien, j'ai la variance d'échelle que je disais tout à l'heure, à savoir que quand je multiplie la température par 1 sur lambda 2, le potentiel chimique par 1 sur lambda 2, la densité dans l'espace des phases, elle est invariante. Et donc, dire que la densité de l'espace est invariante, c'est dire qu'elle est une fonction que de mu sur t. Voilà. Alors, comme c'est vraiment important de bien comprendre cette invariance d'échelle, je voudrais vous donner un deuxième argument, qui est en fait équivalent au premier, mais je ne vais pas prendre le problème par le même bout, pour lequel 2 dimensions est vraiment spécifique par rapport à 3D et 1D. Et ça, le deuxième argument que je vais vous donner sur cette diapositive-là, c'est un argument qui est simplement fondé sur une analyse dimensionnelle. Donc, revenons à 3 dimensions, pour commencer. Dans un gaz à 3 dimensions, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les interactions sont décrites par une longueur de diffusion, petit a, qui se mesure en mètres ou en angstrom, enfin, en unité de longueur. Et une fois que vous me donnez la valeur de petit a, eh bien, je peux construire un potentiel de contact qui décrit des interactions de particules avec cette longueur de diffusion-là, en prenant V de R1 moins R2, interaction entre un atome au point R1 et un atome au point R2, comme 4pi h bar 2 sur m, alors le 4pi il est juste là, bon, par définition, mais il n'est pas important, h bar 2 sur m fois petit a fois delta à 3 dimensions de R1 moins R2. Donc, intrinsèquement, quand on est à 3 dimensions, on a cette longueur associée aux interactions. Quand on se donne une longueur en mécanique quantique, si on a des particules de masse m, eh bien, on peut fabriquer une échelle d'énergie associée à cette longueur. Cette échelle d'énergie, c'est h bar 2 sur m à 2. Ça, c'est de l'analyse dimensionnelle, simplement. Et si maintenant, vous me demandez d'écrire une équation d'état pour la densité dans l'espace des phases, qui est une quantité sans dimension, en fonction de kT, la température, et de mu, le potentiel chimique, eh bien, je vais donc je vais pouvoir écrire cette équation d'état en fonction de variables également sans dimension, puisque D est sans dimension. Et comment est-ce que je peux fabriquer des quantités sans dimension à partir de la température et du potentiel chimique, sachant que j'ai cette échelle d'énergie naturelle associée aux interactions? Eh bien, je peux écrire ma densité dans l'espace des phases comme kT sur epsilon et mu sur epsilon. Donc, à 3 dimensions, a priori, ma densité dans l'espace des phases est fonction indépendante des 2 variables, température et potentiel chimique. Plaçons-nous maintenant à 2 dimensions. À 2 dimensions, on a vu que l'interaction de contact est caractérisée par un nombre sans dimension, G tilde. Plus précisément, on l'a écrit h bar 2 sur m, G tilde, delta 2 de R1 moins R2. Et c'est normal que G tilde ici soit sans dimension, puisque ici j'avais une longueur fois une distribution de Dirac 3D. Maintenant j'ai une distribution de Dirac 2D, donc j'ai perdu une puissance de longueur, si je puis dire. Donc ce qui me reste ici doit être sans dimension. Mais là maintenant, le point crucial, c'est qu'une fois que j'ai écrit ça, je n'ai plus d'échelle d'énergie associée. Même si vous me donnez une masse, vous me donnez h bar, ben je ne sais pas fabriquer une échelle d'énergie à partir simplement de h bar et de m. J'avais besoin d'une longueur ici. Mais là, je n'ai plus cette longueur. Donc je n'ai pas d'échelle d'énergie associée. Et donc si je dois fabriquer, pour ma densité dans l'espace des phases qui est sans dimension, une fonction sans dimension de température et de potentiel chimique, eh bien la seule chose que je peux faire, c'est prendre le rapport des deux. Je n'ai plus le epsilon à mettre au dénominateur ici. Donc ma densité dans l'espace des phases à 2D devra s'écrire comme une fonction du rapport kT sur mu, et puis de mon paramètre G tilde, mais qui est une variable indépendante. Donc, une autre manière de comprendre cette invariance d'échelle, hein, c'est donc un point de vue complémentaire de celui que j'ai mis aux diapositives précédentes, c'est dire que finalement, on a invariance d'échelle parce qu'on n'a pas d'échelle de longueur intrinsèque dans le problème. Les interactions ne nous apportent pas une échelle de longueur, contrairement au cas tridimensionnel. Alors, maintenant que j'ai dit ça, je peux signaler un autre système qui est invariant d'échelle, qui est un gaz de fermion au voisinage d'une résonance de Feshbach, plus précisément juste à une résonance de Feshbach, ce qu'on appelle le régime unitaire. C'est un autre cas où on perd les échelles de longueur du problème. On est à 3 dimensions, donc normalement on a une longueur de diffusion petit a, mais voyez-nous une résonance de Feshbach, je vais mettre dans la situation où petit a, la longueur de diffusion devient infinie, et à ce moment-là je perds l'échelle de longueur, et je récupère de nouveau une invariance d'échelle. Alors je peux être un tout petit peu plus précis. Si vous prenez un gaz de fermion, prenons des fermions de spin 1,5, mettons-nous à basse température. Alors à ce moment-là, mes fermions de spin 1,5, je peux imaginer des collisions entre 2 fermions avec le spin plus, une collision plus-moins et une collision moins-moins. Si je suis à basse température,
on sait que les collisions sont essentiellement dans l'onde partielle S égale 0. J'avais eu l'occasion de le dire dans un cours précédent. Et à ce moment-là, c'est facile de voir qu'à cause du principe de Pauli, qui nous impose d'antisymétriser la fonction d'onde, les collisions plus ne se produisent pas. Deux fermions dans le même état plus ne se voient pas. Deux fermions dans le même état moins ne se voient pas non plus. Et les seules collisions à prendre en compte, c'est les collisions plus-moins, où là, l'antisymétrisation ne donne rien de spécifique. Il y a bien une collision réelle qui se produit. Donc, je m'intéresse à la sélection efficace plus-moins. L'amplitude de diffusion à 3 dimensions, je crois que je vous avais également donné son expression il y a quelques cours. Si vous me donnez une longueur de diffusion petit a associée aux collisions plus-moins, eh bien la manière générale d'écrire l'amplitude de diffusion f de k, c'est moins a sur 1 plus ik. Et la situation normale, eh c'est que la longueur de diffusion petit a est finie, elle vaut quelques angstroms, quelques nanomètres. Et pour décrire les collisions à très basse énergie, donc très bas vecteur d'onde petit k, eh bien je prends la limite k tend vers 0, et la limite k tend vers 0, de f de k, c'est moins a. Maintenant, si j'utilise une résonance de diffusion, une résonance de Feshbach, pour que petit a, ou plus précisément le module de petit a, devienne infini, à ce moment-là, f de k a bien une limite, ici il n'y a pas de problème, pour prendre la limite a tendant vers l'infini, f de k vaut simplement i sur k. C'est ce qu'on appelle la limite unitaire, c'est la plus grosse interaction que je puisse faire en mécanique quantique tout en respectant l'unitarité de la mécanique quantique. Et une fois que j'ai écrit ça, eh bien, vous voyez que j'ai là encore perdu l'échelle de longueur associée aux interactions. Mais ce n'est pas comme quand je prends le gaz parfait. Quand je prends le gaz parfait, je n'ai pas d'échelle de longueur parce que mes particules n'interagissent pas. Là, au contraire, elles interagissent, mais elles interagissent tellement que la longueur de diffusion est devenue infinie, et donc j'ai de nouveau perdu l'échelle de longueur. Et donc à ce moment-là, eh j'ai de nouveau une invariance d'échelle qui apparaît, mais ça c'est à 3 dimensions cette fois-ci. C'est dans un gaz de fermion, donc spin plus, spin moins, eh j'ai une invariance d'échelle parce que petit a est devenu infini. Attention, j'ai bien dit que je prenais ici des fermions. Pourriez-vous dire, je vais aussi prendre des bosons de spin nul et me mettre à une résonance de Feshbach, et à ce moment-là, j'aurai de nouveau une invariance d'échelle. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que, en fait, le problème à 3 corps, lui, même si petit a est infini ici, le problème à 3 corps vient remettre une échelle de longueur dans le problème, c'est les états d'Efimov, et du coup, comme on a une échelle de longueur via le problème à 3 corps, eh bien, on n'a pas invariance d'échelle dans le cas bosonique, mais on l'a dans le cas fermionique. Incidemment, pour anticiper un petit peu sur ce que je vais dire tout à l'heure, le fait que le problème à 3 corps revienne mettre une invariance d'échelle alors qu'on croyait l'avoir perdu, une échelle de longueur, pardon, le problème à 3 corps vient remettre une échelle de longueur alors qu'on croyait l'avoir perdue, c'est là aussi un exemple d'anomalie quantique. Mais je ne vais pas le développer plus, on verra un autre exemple d'anomalie plus simple tout à l'heure. Il y a des complexes. Qu'est-ce qui est complexe? Oui. C'est la racine de l'unité, oui, racine de moins 1, oui. Non, on a 3 dimensions dans l'espace réel, mais f de k, l'amplitude de diffusion, a priori, est un objet complexe. Oui, mais j'ai un déphasage de mon onde diffusée qui fait que je peux avoir... f de k n'a aucune raison d'être réel. Écoutez, je voudrais, comme je suis assez tendu, mais je prends toutes les questions après le cours, si vous voulez. Alors, passons donc à la partie expérimentale, puisque on a vu donc, cette invariance d'échelle qu'on doit avoir, au moins si on croit au formalisme classique que j'ai utilisé. Voyons si c'est effectivement vérifié expérimentalement, cette invariance d'échelle, le fait que l'équation d'état ne dépende que de mu sur t. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour mesurer une équation d'état et voir si elle est effectivement invariante d'échelle? Bien, je vous remets ce dessin que j'avais déjà mis la semaine dernière, qui est dessin sur lequel on fonde les études dans les systèmes piégés. On utilise ce qu'on appelle la pression de densité locale, c'est-à-dire que si vous donnez un gaz piégé dans un potentiel harmonique, voilà une photo de ce gaz, donc ça vous êtes ici dans le plan XY, donc bien un système bidimensionnel, vous êtes dans le plan XY, vous prenez une photo du gaz, donc c'est ce que j'ai représenté ici en fonction de la variable radiale petit r, dans un potentiel V2R harmonique. Eh bien, si vous vous intéressez à l'état du gaz localement, on a un point ici, eh bien, ce que vous pouvez dire, c'est que, moyennant certaines approximations, mais qu'on avait essayé de valider la semaine dernière, c'est que l'état du gaz, en ce point-là, est le même que l'état d'un système homogène qui serait caractérisé par la même température T que mon gaz piégé et un potentiel chimique qui est égal au potentiel chimique local en ce point-là, c'est-à-dire le potentiel chimique global de mon gaz piégé, moins la valeur du potentiel de piégeage V de R en ce point-ci.
Donc, ça c'est intéressant parce que ça me dit qu'avec une seule photo comme celle-ci, eh bien en fait, je réalise une mesure de l'équation d'état pour une température donnée et sur une grande gamme de potentiels chimiques, puisque entre ce point-ci, ici, et puis les points que je vais aller chercher très loin dans les ailes, c'est-à-dire très loin dans les ailes ici, eh bien j'ai toute une gamme de potentiels chimiques qui varient continuellement, et donc avec une seule photo, eh bien, je suis capable de construire une équation d'état pour une température T donnée et plein de potentiels chimiques depuis la valeur 0 jusqu'à la valeur moins l'infini sur les bords. Alors, ce qu'il faut, c'est assigner à toutes ces photos-là, comme celle-ci, une température et donc le potentiel chimique au centre. Et pour ça, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on garde les ailes de la distribution. Quand vous regardez les ailes de la distribution, c'est-à-dire que vous mettez très loin du centre, les interactions jouent un rôle mineur. Donc, en première approximation, on peut dire que le gaz est quasiment un gaz parfait, il est très dilué. Et donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on ajuste le profil de densité qu'on a sur les ailes, ici, par la loi du gaz parfait. Et la loi du gaz parfait, je vous l'avais écrite tout à l'heure, c'était une densité dans l'espace des phases qui était égale à ce moins log de 1 moins mu sur kT. Donc, moi, là, ce que je mesure, c'est la densité, ce n'est pas la densité dans l'espace des phases. Donc, l'ajustement, c'est ρ de R égale à moins la longueur d'onde thermique, donc la température intervient ici, elle intervient également là, et puis ici, vous avez le potentiel chimique local, qui est donc mu, le potentiel chimique du gaz, moins le potentiel de piège V de R. Mais si je connais V de R, eh bien, ma fonction d'ajustement donc, a deux variables, qui sont le mu qui est ici et la température T. Et si on a des données de bonne qualité, on peut comme ça déduire, pour chaque photo comme ça, lui assigner un mu et un T. Alors voilà un exemple de ce que ça donne. Regardez pour l'instant la figure de gauche, ici. Vous avez ici toute une série de photos qui ont été prises. Et pour chacune de ces photos, on a fait cet ajustement des ailes pour trouver le mu et le T. Alors ici, il doit y avoir quelque chose comme six profils superposés. Ici, vous avez petit r, donc la distance au centre du piège. Ici, vous avez la densité spatiale des atomes, c'est une densité surfacique, donc c'est un nombre d'atomes par micron carré. Et pour chacune de ces profils de densité, là, donc partons du centre, allons sur les ailes, l'ajustement dans les ailes par la loi que je viens de vous donner nous a donné des mu et des t. Donc la température, par exemple, varie entre 40 nanokelvin pour la température la plus basse ici, jusqu'à 140 nanokelvin, donc 4 ou 5 fois plus grand pour celle-ci. Voilà. Et donc le point crucial, si vous voulez tester la variance d'échelle, c'est de voir si toutes ces courbes, qui sont donc très différentes les unes des autres, puisque c'est des potentiels chimiques différents, des températures différentes, eh bien, est-ce que toutes ces courbes se mettent sur une seule courbe universelle quand je les trace de la bonne façon? Et les tracer de la bonne façon, c'est donc prendre comme variable le mu local divisé par kT. T varie, mu local varie, mais la question c'est est-ce que si je prends le même rapport mu local sur T ici, et si je trace ici la densité dans l'espace des phases, qui est la quantité que j'ai utilisée jusqu'à maintenant, est-ce que tous les points se mettent sur une même courbe? Eh bien, vous voyez que la réponse est oui. Hein, aux incertitudes de mesure près, toutes ces courbes-là se mettent sur une seule et même courbe. Et qui plus est, la courbe qu'on trouve ici, la courbe expérimentale qu'on trouve, est en excellent accord avec la prédiction de champ classique faite par les auteurs que j'ai déjà mentionnés la semaine dernière, à savoir Prokofiev et Svistounov. Donc, on a effectivement, au moins pour ce système-là, qui est un système en interaction relativement faible, hein, G tilde de l'ordre de 0,1, on a effectivement une vérification assez précise de l'invariance d'échelle et de la mesure de l'équation d'état. Alors, ces expériences ont été faites dans notre laboratoire, c'était la thèse de Tariq Efsa, c'était fait il y a quelques années, en 2011. Simultanément, des expériences étaient faites à Chicago, aussi dans le groupe de Shengshin. Alors maintenant, que se passe-t-il quand j'augmente la force de l'interaction? Alors, je vous ai déjà dit comment on pouvait s'y prendre pour réaliser des gaz 2D en interaction forte. L'idée, c'est de partir de gaz de fermion, donc du lithium-6, et de se tirer parti d'une résonance de Feshbach, encore une fois, pour former des molécules diatomiques de lithium-2. Et une molécule diatomique formée avec deux fermions peut être vue comme un boson. Et donc, on regarde ce gaz de molécules bosoniques, et les interactions entre ces molécules bosoniques, elles peuvent être importantes. Et donc, on peut refaire une mesure exactement similaire à ce que je vous ai décrit précédemment, donc tracer mu sur T ici. Là, en fait, c'est des mesures faites pour uniquement une seule température. Tracer mu sur T, tracer donc la densité dans l'espace des phases. Donc ça, c'est des expériences qui ont été faites très récemment à Heidelberg, dans le groupe de Seligman-Kim. Et ce que vous voyez ici, c'est des séries de points et de courbes. Alors, les points expérimentaux sont les symboles pleins. Donc, vous avez trois types de symboles pleins, les carrés ici, les cercles là et les triangles là.
si on fait pour les forces d'interaction croissantes. Donc G tilde égale 0,6, 1 et 2, typiquement. Donc 0,6, ça commence à être une interaction assez forte. G tilde, c'est une interaction forte, et 1, c'est une interaction forte, et 2,3, c'est vraiment très très fort. Les courbes en tireté sont les simulations de champ classiques, celles qui étaient en parfait accord avec les manips à G tilde égale 0,1. Ben là, vous voyez que l'accord est nettement moins bon. Hein. Vous voyez, le pointillé ne se superpose pas au carré plein ici. Il ne se superpose pas non plus au rond plein. Et là, ils n'ont même pas osé mettre la simulation de champ classique pour les points rouges. Donc ça ne marche pas très bien, les simulations de champ classique, mais ce n'est pas anormal. Hein. On sait que le champ classique, c'est une approximation valable quand les interactions ne sont pas trop fortes. À très forte interaction, il faut faire mieux que le champ classique. Et mieux que le champ classique, eh ben, on n'a pas le choix. C'est des simulations, mais à ce moment-là, c'est du Monte-Carlo quantique. Je donne les références dans les notes. C'est les symboles évidés, là. Et là, à ce moment-là, on a un bon accord, théorie-expérience. D'une manière assez bizarre, l'accord n'est pas terrible pour G tilde égale 0,6, alors qu'on aurait attendu un accord quasiment parfait. Je ne sais pas pourquoi il y a cet accord, cette légère différence entre les simulations Monte-Carlo quantiques ici et puis les données expérimentales. Peut-être que c'est un problème de calibration, simplement. Voilà. Dernier point que je voudrais dire dans cette partie, c'est comment relier différentes forces d'interaction entre elles. Ce que nous a donné l'invariance d'échelle, c'est comment relier différents potentiels chimiques entre eux ou différentes températures entre elles. Hein, puisqu'on a dit que tout ce qui comptait, c'était mu sur T. Donc, si je prends mu sur T, un certain mu et un certain T avec un certain rapport, si je prends un mu' et un T' avec le même rapport, je les relie entre eux, j'ai la même densité dans l'espace des phases. Tout ça, ça va bien. Mais je ne vous ai rien dit sur la manière de relier un certain G tilde et un autre G tilde. Ça, pour le moment, G tilde était un paramètre indépendant. Et effectivement, en règle générale, il n'y a pas de relation directe. Une fois que j'ai l'équation d'état pour une certaine force d'interaction, je ne connais pas l'équation d'état pour une autre force d'interaction. Ce serait trop beau. Mais néanmoins, si on se place au voisinage du point critique, à ce moment-là, là, on a ce qu'on appelle une universalité de la transition de phase, BKT, et tous les points obtenus pour différents G tilde peuvent se mettre les uns sur les autres. Mais attention, c'est seulement au voisinage du point critique. Et ça a été vu à Chicago également en 2011. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait varier G tilde. Ils l'ont fait varier sur un facteur 4, typiquement, ou 5, ici, entre 5% et 0,25. Et ils ont tracé donc l'écart à la densité critique pour la densité dans l'espace des phases, donc D moins DC. Je vous rappelle que la densité critique, c'est ce log de 380 sur G tilde, en fonction de mu sur KT moins mu sur KT au point critique, qui doit aussi être écrit ici, voilà, que multiplie 1 sur G tilde. C'est ça le paramètre, le bon paramètre qui sort de la théorie BKT. Et là, c'est très joli, parce qu'effectivement, toutes les courbes obtenues pour des G tilde différents se mettent les unes sur les autres. Donc ça, c'est au-delà de la variance d'échelle, hein, c'est le voisinage du point critique qui présente une universalité, comme en général les transitions de phase. Voilà. Bien, donc ça, c'était donc ces mesures d'équation d'état pour lesquelles on a vu, donc, pour les G tilde des forces d'interaction relativement faibles, une excellente vérification de cette invariance d'échelle et quelque chose qui commence à se casser la figure quand on augmente la force de l'interaction. Alors pourquoi est-ce que, précisément, quand on augmente la force d'interaction, eh bien, on n'a plus l'invariance d'échelle? Eh bien, c'est lié au fait que notre invariance d'échelle repose sur ce potentiel de contact à 2 dimensions et que quand j'essaie d'augmenter la force d'interaction, eh bien, il faut que je traite ce potentiel de contact quantiquement. Je ne peux pas me contenter de la projection de champ classique. Et ce potentiel de contact pris quantiquement pose problème. Et c'est ça que j'aimerais voir maintenant, c'est quelle est la nature du problème posé par le potentiel de contact à 2D. Donc je répète, hein, c'est l'invariance d'échelle. L'invariance d'échelle, oui, elle est liée à l'absence d'une échelle de longueur de la distribution de Dirac, mais on va voir qu'on n'a pas cette absence d'échelle de longueur dans le cadre de la mécanique quantique. Et c'est là que la notion d'anomalie quantique va apparaître. J'essaierai de vous dire exactement quels sont les ingrédients d'une anomalie quantique dans quelques instants. Donc, comment traiter la diffusion par un potentiel de contact, par un potentiel delta de R? Commençons par quelque chose de très général. Hein. Ce qui nous intéresse, c'est donc une collision entre deux particules avec un certain potentiel V de R1 moins R2 qui sera égal à la distribution de Dirac. Je vous rappelle que ce problème à 2 corps, qu'on soit en physique classique ou quantique, se ramène toujours à un problème à 1 corps. Hein. C'est-à-dire que quand vous avez une collision entre 2 particules avec un potentiel qui ne dépend que de la distance entre les particules, vous pouvez toujours changer de variable, prendre comme variable la variable du centre de masse d'une part et la variable relative d'autre part,
et la variable du centre de masse s'élimine du problème, et donc on est ramené simplement au mouvement de la variable relative. Donc le problème à deux corps avec un potentiel en V de R en moins R2 se ramène, encore une fois c'est aussi bien vrai en physique classique qu'en physique quantique, se ramène au problème de la diffusion d'une particule, la particule relative, par un potentiel V de R. Et pour traiter ce problème de la diffusion d'une particule donc par un potentiel V de R, eh bien, ce qu'on doit simplement faire, c'est résoudre l'équation de Schrödinger indépendante du temps, c'est-à-dire le problème aux valeurs propres pour l'hamiltonien grand H de la variable relative. Et cet hamiltonien grand H, eh bien, il contient P carré sur 2 fois la masse réduite. La masse réduite, c'est simplement la masse d'une particule divisée par 2. Donc, ce H contient l'énergie cinétique P carré sur 2 fois la masse réduite, plus le potentiel V de R, qui est donc, pour ce qui m'intéresse, ce potentiel de contact delta à 2 dimensions, avec le préfacteur H bar de sur M G tilde, où le G tilde me caractérise la force des interactions. Et la valeur propre de grand E, donc l'énergie, je l'écris simplement H bar de K2 sur 2mR, donc K, ici, c'est le vecteur d'onde de ma particule incidente avant d'être diffusée par le potentiel V de R. Voilà, donc il s'agit de résoudre ça pour ce potentiel V de R là. Donc ça, a priori, ce n'est pas très compliqué à faire, hein, on va le faire ensemble. Déjà, on peut prendre cette équation et puis la simplifier un petit peu, c'est-à-dire que aussi bien à gauche qu'à droite, vous voyez apparaître des facteurs H bar 2 sur 2m, vous le voyez apparaître dans le grand E, le H bar 2 sur M, vous le voyez apparaître dans le V. Quand vous prenez le terme d'énergie cinétique, eh bien comme P c'est H bar sur I gradient, P carré sera H bar 2, divisé comme c'est l'énergie c'est P2 sur 2m, il y aura encore un H bar 2 sur M. Donc tous les H bar 2 sur M s'en vont. Et simplement l'équation différentielle que vous avez ici, c'est donc simplement Laplacien plus K carré psi égale G tilde delta de R psi. Voilà, donc ça c'est l'équation à résoudre pour trouver les probabilités collisionnelles dans un potentiel à delta. Alors tous les coups sont permis face à ces équations-là. Le plus simple c'est probablement de passer en Fourier. Donc j'appelle phi de Q la transformée de Fourier de psi de R. Donc le Laplacien, quand je passe en Fourier, ça devient moins Q carré fois la transformée de Fourier phi de Q. Et donc si je multiplie tout ça par moins 1, j'obtiens Q2 moins K2 phi de Q, ça c'est le nombre de gauche. Et puis là, je prends un transformé de Fourier de delta de R psi de R, mais comme delta de R est non nul simplement en R égale 0, ça me donne simplement moins G tilde, le même qu'ici, fois le psi de 0, donc la valeur de ma fonction de départ au point 0. Équation très simple à résoudre, évidemment, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc j'ai réécrit mon équation ici, Q2 moins K2 phi de Q égale une constante, moins G tilde psi de 0, et avec ça, eh bien, je vais pouvoir calculer simplement l'amplitude de diffusion. Alors, ce qu'il faut, c'est donc que je résolve cette équation, donc ça, c'est pas compliqué. Je divise Q2, je fais passer le Q2 moins K2 au dénominateur. Alors, ce faisant, je rajoute ici un terme de convergence qui est moins I epsilon. I, c'est toujours racine de moins 1. Et ce terme ici, je peux mettre un plus I epsilon ou moins I epsilon. Et là, c'est quelque chose qui est classique en théorie des collisions. Ce qu'on veut, c'est d'écrire une onde plane incidente et puis ensuite une onde diffusée qui est une onde sortante. Et si je veux avoir une onde sortante et pas une onde entrante, ce qu'il faut que je mette ici, c'est moins I epsilon. Si je mettais plus I epsilon, eh bien, ce que j'aurais, ce serait une onde rentrante. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce serait également une solution de l'équation de Schrödinger, mais ce n'est pas la solution physiquement intéressante ici. Donc je mets moins I epsilon ici. Et puis par ailleurs, je mets ici quelque chose qui est une solution de l'équation homogène, qui est un delta de Q moins K, vecteur. Et ça, c'est simplement l'onde incidente et puissance IK scalaire R, qui est également physiquement présente dans mon système. Donc le phi de Q, solution de cette équation, je l'écris comme une somme de l'onde incidente et puissance IK scalaire R, et puis d'une onde cylindrique sortante, qui est donc ce moins G tilde psi de 0 divisé par le Q2 moins K2 que j'avais ici, avec un moins I epsilon qui est un facteur de convergence. Et ça, eh bien, donc, c'est commode puisque j'ai mon onde sortante, et donc l'amplitude de diffusion, c'est simplement le coefficient qui vient se mettre devant l'onde sortante, c'est ce G tilde psi de 0. Donc tout a l'air très simple. La seule chose qui me manque, c'est la valeur de psi de 0. Et comment est-ce que je peux avoir la valeur de psi de 0 ? Eh bien, ça, je l'ai simplement par une équation d'autocohérence. Si je fais la transformée de Fourier inverse de cette équation, eh bien, j'aurai le psi de 0 à droite. Mais si je fais la transformée de Fourier inverse ici, je remonterai à psi de R, donc en particulier à psi de 0. Donc je vais obtenir une équation avec psi de 0 à gauche et psi de 0 à droite. Et ça, j'en déduirai la valeur de psi de 0. Et donc comme ça, eh bien, j'aurai complètement résolu mon problème. Donc psi de 0, c'est quoi quand je prends un transformé de Fourier inverse ? Eh bien, psi de R, très généralement, c'est phi de Q et puissance moins IQ scalaire R.
si je prends r égale 0, psi de 0, c'est simplement l'intégrale de phi de q. Donc je prends l'intégrale de phi de q à gauche et à droite, et j'obtiens quoi? Donc, ici, je vais obtenir psi de 0. Je divise tout ça par 1 sur 2pi carré, c'est le terme qu'il y a toujours dans la transformée de Fourier. Ici, j'avais delta de q moins k, ça va me donner 1, puisque c'est la valeur de l'onde plane et puissance ik scalaire r pris en r égale 0. Et puis ici, j'ai donc ce moins g tilde de psi de 0. J'ai le 1 sur 2pi carré qui était là dans ma définition de la transformée de Fourier qui vient se mettre ici. Et puis, j'ai l'intégrale donc de q2 moins k2 moins i epsilon d de q. Voilà. Donc, a priori, il suffit que je fasse passer ce terme-là à gauche, j'ai la valeur de psi de 0, la vie est belle, j'ai résolu mon problème de diffusion. Le problème, c'est cette intégrale-là. Cette intégrale-là, si on va la regarder un petit peu plus en détail, eh bien, elle diverge. Elle diverge aux grandes valeurs de q. Puisque si vous prenez d2q ici, si vous prenez le jacobien à deux dimensions, c'est donc 2pi fois q fois dq. Donc j'ai quelque chose qui est linéaire en q au numérateur, j'ai du q carré au dénominateur. Donc je récupère un dq sur q, et ce dq sur q, sa primitif c'est un log, hein, ça doit être un des nombreux logs qu'on a rencontrés dans ce cours, et donc ça va diverger si ma borne ici est plus l'infini. Donc je suis obligé de régulariser cette intégrale. D'une manière ou d'une autre, je suis obligé de tronquer l'intégrale aux grandes valeurs de q. Alors là, je vais faire la manière la plus brutale possible, mais c'est juste pour... on pourrait faire des choses plus sophistiquées, mais a priori, tout revient à peu près à la même chose. Je vais simplement dire que l'intégrale sur q, ici, doit s'arrêter à une valeur grand Q, que je fixe à la main. C'est le problème physique qui me dira la valeur de grand Q que je dois choisir. À ce moment-là, si je fixe une valeur de grand Q ici, pour la borne supérieure, là, il n'y a plus de problème, je sais calculer l'intégrale. Elle va simplement valoir 1 sur 2pi log de grand Q sur petit k, qui est ma variable ici, plus i sur 4, qui vient du moins i epsilon que j'ai mis là. Et là, à ce moment-là, je peux résoudre, puisque là, maintenant, mon intégrale est finie. Je peux faire passer le terme qui est là dans le membre de gauche, je calcule psi de 0, et j'en déduis l'amplitude de diffusion f de k. Donc, une fois que j'ai fait ça, tout va bien. Et l'amplitude de diffusion, moyennant un tout petit peu d'algèbre, mais là, c'est l'algèbre vraiment élémentaire, je peux écrire ce f de k sous une forme sympathique, qui est une forme qui nous rappelle celle qu'on avait vue au cours numéro 2, quand on s'était intéressé à la diffusion à deux dimensions, précisément. Je peux mettre sous la forme 1 sur 2pi, logarithme de 1 sur k, mon vecteur d'onde, fois une longueur, A2, que j'avais appelée longueur de diffusion à deux dimensions, plus i sur 4. Et cette longueur de diffusion à deux dimensions, eh bien, il me fait intervenir le paramètre G tilde que je traîne depuis le début, mais ça me fait intervenir aussi grand Q. Et vous voyez, donc ça, c'est là qu'est tout le point. Hein. C'est que pour régulariser ce potentiel delta qui avait le mauvais goût de diverger au grand vecteur d'onde, eh bien, j'ai été obligé d'introduire cette coupure grand Q, et du coup, j'ai fabriqué, à partir de mon nombre sans dimension G tilde, j'ai fabriqué une échelle de longueur. C'est-à-dire que la régularisation du potentiel delta en mécanique quantique m'a introduit une échelle de longueur. G tilde n'est pas le seul paramètre nécessaire pour décrire correctement le problème à deux dimensions. Je suis également obligé de mettre grand Q. Et ça, la combinaison de G tilde et grand Q fabrique cette échelle de longueur petit a2. Et évidemment, une fois que je me suis récupéré une échelle de longueur, eh bien ça va me briser la variance d'échelle, puisque je vous avais bien expliqué que la variance d'échelle était liée à cette absence d'échelle de longueur. Et donc ça, c'est exactement ce qu'on appelle une anomalie quantique. Et je dirais que c'est probablement l'exemple le plus simple qu'on peut trouver d'une anomalie quantique. Une anomalie quantique, c'est quelque chose qui est très commun en théorie des champs, en théorie quantique des champs, et ça se présente de manière assez canonique sous la façon suivante. Vous partez d'un problème qui possède, au niveau classique, une symétrie exacte. Là, en l'occurrence, c'était la variance d'échelle pour un gaz avec une interaction en ψ4, en intégrale de ψ4. On avait donc une symétrie exacte qui était cette invariance d'échelle. Et puis, on a quantifié le problème, pour une raison ou pour une autre. Là, nous, c'est parce que si G tilde était trop grand, eh bien, on sentait bien qu'il fallait passer à un traitement quantique du problème. Donc, je quantifie le problème. La quantification nécessite une régularisation pour éliminer certaines divergences. Là, on en a vu un exemple, c'est ces divergences ultraviolettes au grand vecteur d'onde. Donc ici, j'ai dû régulariser l'interaction de contact, et dans la version régularisée, eh bien, j'ai perdu la symétrie initiale, en l'occurrence parce que j'ai introduit une échelle de longueur. Donc ça, c'est vraiment un mécanisme canonique qu'on rencontre dans de nombreuses situations de théorie des champs. Je vous ai donné toute une série d'exemples, de références qui citent des exemples dans les notes, mais je dirais celle-là,
Ces collisions à deux dimensions, c'est probablement l'exemple le plus simple. C'est celui qui est pris en tout cas par tous les auteurs qui veulent expliquer les bases de cette anomalie quantique. Alors, comment est-ce qu'on peut voir cette anomalie quantique? Eh bien, un moyen assez simple, pour essayer de la voir, c'est d'aller regarder notre gaz à deux dimensions, mais le regarder, pour simplifier la vie, regarder à température nulle. Qu'est-ce que c'est que l'équation d'état d'un gaz à deux dimensions à température nulle? Eh bien, si vous croyez à l'invariance d'échelle, l'équation d'état à température nulle est très simple. On a dit de multiples fois, donc l'équation d'état, de manière générale, à température non nulle, c'est la densité dans l'espace des phases est une fonction de mu sur kt seulement. Pour le dire autrement, ça veut dire que la densité spatiale ρ, donc comme la densité dans l'espace des phases, c'est ρ fois lambda t carré, ρ c'est la température, puisque lambda t carré est en 1 sur t, donc la densité spatiale, ρ, doit être proportionnelle à la température fois cette fonction de mu sur kt. Et si maintenant vous prenez la limite de température nulle là-dedans, eh bien vous pouvez faire un développement en puissance de mu sur t ici, et le terme qui va contribuer à la température nulle, c'est simplement le terme d'ordre 1 ici, donc vous récupérez qu'à température nulle, ce que vous dit l'invariance d'échelle, c'est que ρ, la densité spatiale, doit être proportionnelle simplement au potentiel chimique. Pour ceux qui connaissent bien les gaz quantiques, c'est simplement la loi de Thomas-Fermi, ça, hein, c'est rien d'autre. Si maintenant vous cherchez à aller au-delà du champ classique, eh bien, la manière de traiter correctement l'équation d'état du gaz 2D à température nulle, ça a été fait dès les années 70 par Popov d'un côté et Schick de l'autre, et puis après il y a eu beaucoup de développement, eh bien, c'est de faire un développement en fonction d'un petit paramètre, et le petit paramètre, eh bien, c'est le suivant. On a vu qu'à deux dimensions, quantiquement, on devait introduire une longueur de diffusion petit a2. C'était la brisure de l'invariance d'échelle. Donc j'ai une échelle d'énergie, h bar 2 sur ma2. Eh bien, le petit paramètre du développement, c'est le 1 sur log de E2 sur mu. Et on se place dans la limite où mu, le potentiel chimique, celui qui intervenait ici classiquement, est petit devant E2, donc E2 sur mu est grand devant 1, le log est grand devant 1, donc epsilon est bien un nombre petit devant 1. Donc on fait un développement en fonction de ce petit paramètre. Et là, je vous donne juste le premier terme du développement. Le développement est calculé dans un article récent de Christophe Morat et Yvan Castin. Eh bien, le premier terme du développement, c'est simplement celui-là, ρ égale mu sur 4 pi h bar 2, donc un premier terme proportionnel à mu, comme on attendait classiquement, mais il y a une correction logarithmique qui vient se mettre devant, qui est en log de 2 sur mu. Voilà, donc la brisure de l'invariance d'échelle se trouve, la plus simple à trouver, c'est d'aller regarder un gaz à deux dimensions à température nulle et constater que la densité ρ n'est pas simplement proportionnelle au potentiel chimique, mais il y a des corrections logarithmiques qui viennent se mettre. Et il y a eu une expérience faite à Chicago en 2013 là-dessus. Je ne vais pas la décrire parce que le temps passe, mais vous pouvez aller la voir. Je vous ai donné les résultats dans les notes où ils ont vu effectivement une déviation par rapport à la loi linéaire ρ proportionnelle à mu. Bien. Tout ça, c'était donc de la thermostatique, finalement. Je m'intéressais à ce qui se passait, quel était l'état d'équilibre de mon gaz pour une certaine température, un certain potentiel chimique. J'aimerais terminer par quelque chose qui est plus dynamique, c'est-à-dire qui porte sur la manière dont le système évolue dans le temps et qui néanmoins révèle cette invariance d'échelle qu'on a vue jusqu'à maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui a été proposé par Pitaïevski et Roche il y a maintenant 20 ans. Ça consiste à prendre un gaz dans un piège harmonique isotrope, et on est toujours à deux dimensions, hein, donc un piège harmonique isotrope qui s'écrit 1,5 de oméga 2 R2, où R2 c'est x carré plus y carré, et regardez dans ce piège ce qu'on appelle le mode de respiration, c'est-à-dire que vous avez votre atome qui forme une sorte de disque comme ça, votre gaz d'atome qui forme une sorte de disque, et vous regardez comment ce disque se contracte et se dilate autour de son centre, comme ça. Donc on appelle ça le mode de respiration. On peut aussi appeler ça un mode monopolaire, si vous voulez. Alors pourquoi est-ce que ce mode monopolaire est intéressant? Eh bien, il est intéressant parce qu'on peut montrer que quand on a l'invariance d'échelle, c'est-à-dire si j'ai si j'ai mes interactions qui sont décrites par cette distribution de Dirac à deux dimensions, eh bien ce mode oscille sans le moindre amortissement, et il oscille à une fréquence bien précise qui est simplement 2 fois la fréquence du piège. C'est-à-dire que vos atomes interagissent entre eux, hein, donc vous pourriez vous dire la fréquence que je vais sortir pour des modes collectifs, ça va dépendre de la force d'interaction. Eh bien la réponse est non. Pour ce mode particulier, vous avez une fréquence d'oscillation qui est indépendante de la force d'interaction, c'est simplement 2 fois la fréquence du piège,
Et par ailleurs, bien que vous ayez plein de collisions entre les différents atomes, eh bien, il n'y a pas d'amortissement de ce mode. Ce mode de respiration vit comme ça pendant une durée arbitrairement longue à l'approximation du potentiel de contact. Alors, comme c'est quand même une propriété vraiment remarquable, je vais vous la démontrer de deux manières différentes. Une première manière qui sera un point de vue ondulatoire, et puis une seconde manière qui sera un point de vue plus algébrique. Ces deux manières ont été bien comprises par Pytaïevski et Roche dès leur article initial. Alors, prenons le point de vue ondulatoire. Pour le point de vue ondulatoire, je vais supposer que je me donne un état stationnaire du gaz dans mon piège harmonique, donc ce qui se passe quand je n'ai pas excité ce mode de respiration. Donc mon gaz est au repos, si je puis dire. Il n'est pas à température nulle, hein, mais disons je n'ai pas d'évolution des variables macroscopiques du gaz. Et donc, je peux le décrire par une fonction psi0, toujours ce champ classique psi0, qui est donc solution de l'équation de Gauss-Pytaïevski qu'on a déjà vu souvent. Donc, le terme d'énergie cinétique en laplacien, le terme de piégeage par le potentiel harmonique isotrope, 1,5 de m-oméga de R2, et puis le terme d'interaction, décrit donc pour une interaction de contact G tilde delta de R, donc le terme qui me donne H bar 2 sur M G tilde, le module carré de mon champ psi0 fois psi0 lui-même. Et ça, c'est égal à gauche au potentiel chimique mu fois psi0. Donc ça me décrit l'état stationnaire de mon gaz, et ce qui m'intéresse ici, c'est la densité ρ0 associée à ce psi0, c'est donc simplement le module carré de psi0. Eh bien, ce qui est remarquable, c'est que une fois qu'on s'est donné ce psi0 solution de l'équation stationnaire, eh bien, c'est qu'on peut fabriquer une infinité de familles, une famille infinie de solutions exactes de l'équation dépendante du temps. Vous remplacez le mu psi0 ici par IH bar dψ sur dt. Vous pouvez fabriquer une infinité de solutions exactes, et ces solutions se déduisent simplement de la solution ρ0 par une loi d'échelle similaire à celle qu'on a regardée jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que vous multipliez le R ici par un coefficient 1 sur lambda, qui dépend du temps. Comme l'intégrale de ρ sur tout l'espace doit rester la même, puisque l'intégrale de ρ sur l'espace, c'est le nombre d'atomes, comme vous multipliez R par 1 sur lambda, il faut avoir un 1 sur lambda 2 devant, de telle sorte que l'intégrale de tout ça, quand vous le calculez, ça reste égal au nombre d'atomes que j'ai mis initialement. Et le lambda de t que j'ai mis ici, eh bien, il se calcule exactement. Il obéit simplement à l'équation différentielle, dérivée seconde de lambda par rapport au temps, égale oméga carré, la pulsation du piège, fois 1 sur lambda cube moins lambda. Donc c'est une équation qui n'est pas tout simple. Hein. Pour la résoudre, il faut remonter un peu ses manches. Mais ce qui est remarquable, c'est que la solution, c'est un mouvement oscillatoire de ça. Et donc, ce que vous trouvez, c'est que quand le temps passe, eh bien, cette chose-là va osciller de manière sans amortissement. Et ça, ce sera vrai, quelle que soit l'amplitude que vous me donnez. Lambda peut osciller entre 1 centième et puis 100, par exemple. Eh bien, ça veut dire que vous aurez votre gaz qui se contractera sur une toute petite valeur, puis se redilatera beaucoup, etc. C'est une solution exacte de l'équation non linéaire qui est écrite ici. Donc, c'est un résultat qui est tout à fait remarquable et qui est vraiment lié à la variance d'échelle, parce que quand vous essayez de prouver pourquoi est-ce que ça, c'est effectivement une solution exacte de l'équation qui est écrite là, eh bien, vous voyez apparaître explicitement que c'est parce que, pour le dire vite, le terme d'énergie cinétique qui est là et le terme d'énergie d'interaction qui est là se comportent de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce facteur 1 sur lambda 2 qui vient se mettre, c'est ce qu'on avait vu au début pour l'équation d'état, mais ça se manifeste également ici, sur le plan dynamique, quand vous cherchez à reporter cette solution-là dans l'équation de départ. Alors, je ne fais pas tous les calculs, hein, ils sont un peu douloureux à faire, on a vite fait de remplir quelques pages de calcul avant d'arriver à ça, mais là encore, ils sont faits dans les notes, donc si vous voulez aller vous convaincre qu'effectivement ça marche bien, avec tous les facteurs de correct, ben, vous pouvez aller voir ça. Alors, j'insiste bien, ce que je vous ai dit là, hein, c'est spécifique du cas 2D, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, c'est lié au fait que vous avez un comportement identique de l'énergie cinétique et de l'énergie d'interaction dans le champ d'échelle. Si vous faites la même chose à 3 dimensions, ça ne marchera pas. À 3 dimensions, il y a une version plus faible de ce résultat-là. C'est une version qui a été démontrée d'une part par Castin et Doom et d'autre part par Chiapnikov, Kagan et collaborateurs, qui est quelque chose qui est bien connu de ceux qui font des atomes froids. C'est si vous prenez un condensat et que vous le laissez s'étaler, eh bien, il y a des lois d'échelle approchées dans cet étalement du condensat si le condensat est dans le régime de Thomas Fermi. C'est-à-dire que dans le cas tridimensionnel, vous avez, comme j'ai dit, une version faible du résultat de Pytaïevski et Roche si vous pouvez négliger le terme d'énergie cinétique.
À ce moment-là, si vous pouvez négliger le terme énergétique, ben, vous n'avez plus que ces deux termes-là à prendre en compte et vous retrouvez une loi d'échelle approchée. Mais à 2D, encore une fois, c'est valable quel que soit le régime de force d'interaction, que l'énergie cinétique soit dominante ou petite, peu importe, c'est exact et c'est lié au fait que l'énergie cinétique et l'énergie d'interaction se comportent de la même façon quand vous dilatez les longueurs. Alors, comme je disais, c'est un résultat fort, donc je voudrais vous le prouver de deux manières différentes. Le point de vue ondulatoire qu'on vient de voir, et puis un point de vue plus algébrique. Et pour comprendre ce point de vue algébrique, je vous propose de partir des trois énergies en présence dans ce système, qui sont l'énergie cinétique, l'énergie d'interaction, le U de RI moins RJ, et puis l'énergie de piégeage, la somme des 1,5 de M oméga 2 R2. Et à partir de ces trois énergies, je vais fabriquer trois opérateurs. Alors le plus simple, c'est le dernier, c'est L3. L3, c'est simplement la somme des trois énergies, cinétique, interaction, piégeage. Donc c'est simplement l'hamiltonien total au facteur 1 sur 2 oméga près qu'on met pour simplifier l'algèbre ensuite. L'opérateur L1, c'est presque la même chose, simplement, vous voyez, je change le signe de H piège, H trap ici. Au lieu d'avoir un plus, j'ai un moins. Et l'opérateur L2, lui, c'est simplement la somme des produits position-impulsion, plus impulsion-position, parce que comme il ne commute pas, il faut symétriser le produit. C'est quelque chose qui intervient fréquemment dans la démonstration du théorème de Viriel en mécanique quantique. Ceux qui ont fait ça dans leur cours de physique quantique l'ont sûrement vu apparaître, ce terme-là. C'est un intermédiaire de calcul commode quand on démontre le théorème du Viriel. Bien, alors j'ai trois opérateurs, L1, L2, L3, et ce qui est intéressant à faire avec ces trois opérateurs, c'est de regarder leur algèbre. Regarder leur algèbre, c'est regarder ce que donne le commutateur de L1 avec L2, commutateur de L2 avec L3, commutateur de L3 avec L1. Et si vous prenez un potentiel qui donne lieu à l'invariance d'échelle, c'est-à-dire si vous prenez un potentiel, on l'a vu ensemble maintenant, U de lambda R égale 1 sur lambda 2 U de R, pour le terme d'interaction qui est écrit ici, eh bien vous avez une algèbre qui est très simple. Le commutateur de L1, L2 est proportionnel à L3, le commutateur de L2, L3 est proportionnel à L1, le commutateur de L3, L1 est proportionnel à L2. Donc ça, c'est quelque chose qui doit vous rappeler, pour ceux qui ont vu ça il n'y a pas trop longtemps, qui doit vous rappeler l'algèbre du moment cinétique en physique quantique. L'algèbre du moment cinétique grand J, c'est commutateur de Jx avec Jy égale IH bar Jz, et puis les relations qu'on déduit par permutation circulaire. Et bien là, c'est presque la même chose. Je dis presque parce que ici, vous avez un signe plus, comme pour le moment cinétique, ici, vous avez un signe plus, comme pour le moment cinétique, mais ici, vous avez un signe moins. Alors, vous pouvez me dire, ah bah, c'est pas grave, je vais changer le signe de L3. Mais si vous changez le signe de L3 ici, là, du coup, vous récupérez un signe moins là, et puis là, donc vous n'avez rien gagné. Non, le signe moins, il est bien présent, on ne peut pas l'éliminer. Donc, on a une algèbre qui est très voisine de celle du moment cinétique, mais ce n'est pas exactement le moment cinétique. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement la description du groupe spécial orthogonal en dimension 3, mais en fait, c'est une algèbre qui est celle du groupe de Lorentz en dimension 2, c'est-à-dire 2 dimensions d'espace, 1 dimension de temps, et c'est ce qu'on appelle SO de 1, et ça donne lieu à cette algèbre-là. Mais vous allez voir que même si ce n'est pas exactement le moment cinétique, on va faire comme si c'était le moment cinétique. Et on va donc utiliser ce qu'on connaît bien pour le moment cinétique pour montrer qu'il y a ce mode monopolaire qui n'est pas amorti. Alors comment on s'y prend? Eh bien, le moment cinétique, pour le résoudre en physique quantique, un moyen simple, c'est d'introduire des opérateurs qui font monter et descendre l'échelle des états de moment cinétique, c'est les opérateurs J+, et J-. J+, je vous rappelle ce qu'il fait, quand vous l'appliquez sur un état de moment cinétique petit m, moment cinétique nombre quantique petit m magnétique, eh bien J+, vous passez de m à m plus 1 ou à m-1. Enfin, J+, vous passez à m plus 1, et J-, vous faites passer à m-1. Bien là, on va construire de la même façon des opérateurs L plus et L-, qui sont L1 plus IL2 et L1 moins IL2. Et en utilisant les relations de commutation qu'on a vues à la diapositive précédente, vous pouvez trouver que L3 commutateur avec L plus ou L-, c'est simplement plus ou moins H bar, L plus, L-. Et ça, eh bien, ça va nous permettre de construire une infinité d'états propres en partant d'un seul état propre. Comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, donnons-nous un état d'énergie déterminée, un état psi d'énergie déterminée, donc état propre de H total. Comme H total, c'est la même chose que L3, au facteur 1 sur 2 oméga près, me donner un état d'énergie totale bien déterminé grand E, c'est se donner un état propre de L3. Donc L3 psi égale E sur 2 oméga fois psi. Et maintenant, je vais prendre cette relation de commutation ici, et je vais l'appliquer sur psi. Donc, quand je développe le commutateur, L3 L plus moins L plus L3, donc L3 L plus, c'est le terme de gauche ici, c'est donc égal à L plus L3 plus le résultat du commutateur, c'est-à-dire H bar L plus. Et je fais agir tout ça sur psi, donc j'ai L3 agissant sur L plus psi ici,
L plus agissant sur L3 psi là, et puis H bar L plus psi. Mais L3 psi, je vous ai dit que psi est état propre de L3, puisque c'est l'état d'énergie déterminé, donc état propre d'un Hamiltonien. Donc je peux remplacer L3 psi par simplement E sur 2 oméga fois psi. Et donc je me récupère une équation qui est une équation valeur propre pour L plus psi, ce vecteur-là. L3 agissant sur L plus psi est égal à E sur 2 oméga plus H bar, le deuxième terme ici, agissant sur L plus psi. Donc ce que je vois, c'est que partant d'un état psi qui est un état d'énergie grand E donné, eh bien, je fabrique un nouvel état, L plus psi, qui n'a pas l'énergie E, mais qui a l'énergie E plus 2 H bar oméga, puisque la valeur propre ici, c'est E sur 2 oméga plus H bar. Donc si je multiplie ça par 2 oméga, c'est l'énergie E plus 2 H bar oméga. Et si je réapplique L plus sur une autre fois, j'aurai E plus 4 H bar oméga, E plus 6 H bar oméga, etc. Donc à partir d'un seul état propre, psi, eh bien, je génère comme ça une tour d'état qui diffère en énergie de 2 oméga à chaque fois, ou 2 H bar oméga. Et 2 oméga, c'est précisément la fréquence que je vous ai proposée pour ce mode de respiration. Donc on voit comment, à partir de l'état psi0 que j'avais écrit tout à l'heure, je génère toute une famille d'états qui correspondent aux différents modes d'excitation, enfin différents degrés d'excitation de ce mode de respiration, qui ont tous la même énergie, c'est-à-dire toute la même fréquence d'oscillation, 2 oméga. Et donc cet ensemble d'états indépendants qu'on construit, eh bien, il correspond au mode monopolaire avec cette amplitude arbitraire. Alors maintenant, où est l'anomalie quantique? Eh bien, l'anomalie quantique, elle vient du fait que dès que vous allez régulariser le potentiel en delta, eh bien, la belle algèbre que j'avais pour mes trois opérateurs, Li, Lj, proportionnelle à Lk, eh bien, elle va être rompue, cette algèbre. C'est-à-dire que le commutateur d'un Li avec un Lj, alors ce n'est pas vrai pour les trois, mais au moins pour deux d'entre eux, Li, Lj ne sera plus égal à I H bar Lk, dès que U ne sera plus égal à 1 sur lambda 2 U de R. Donc du coup, eh bien, on ne va plus avoir ce mode de respiration à la pulsation 2 oméga. Il va y avoir donc des corrections qui vont être amenées. En particulier, Maxime Olchany et collaborateurs. Alors, Maxime Olchany est dans la salle, j'ai de la chance, il est justement là aujourd'hui. Maxime Olchany et collaborateurs, avec Hélène Perrin, ont calculé les premières corrections pour un gaz de Bose. Et ces corrections sont petites. Ces corrections font intervenir G tilde ici, donc la force d'interaction, leur calcul est valable pour G tilde, analytique est valable pour G tilde petit devant 1, sur 8 pi racine de 2, donc ça c'est une toute petite correction. Donc ça change la fréquence d'oscillation du mode, et également l'oscillation devient amortie, c'est-à-dire que le mode n'oscille pas indéfiniment, mais ça va s'amortir au cours du temps. Donc ça, c'est les deux manifestations de l'anomalie quantique. Qu'en est-il expérimentalement? Expérimentalement, pour l'instant, je dirais, les gens sont un peu bredouilles. C'est-à-dire que, certes, normalement, en principe, on doit voir l'anomalie quantique, mais elle n'a pas encore été vue comme ça. Alors, il y a eu des expériences qu'on a faites, nous, il y a très longtemps, il y a plus de 15 ans, non pas sur un piège 2D, mais sur un cigare allongé. En fait, les équations sont les mêmes. Donc, vous prenez un piège qui a une forme de cigare allongé, et puis vous le comprimez le cigare transversalement, comme ça. Alors, on avait bien trouvé ce mode monopolaire. On avait trouvé qu'il oscillait bien à la fréquence 2 oméga. Et ce mode, on avait trouvé qu'il avait un facteur de qualité exceptionnel, c'est-à-dire qu'il ne s'amortissait pas, effectivement. Ici, vous avez l'air du cigare, donc, en train d'osciller avec le temps. Donc ici, vous avez quelques premières oscillations entre 0 et 10 millisecondes. Là, on était allé regarder entre 200 et 210 millisecondes, ça oscillait toujours. Entre 400 et 410 millisecondes, ça oscillait encore. Entre 600 et 610 millisecondes, ça oscillait toujours. Alors ça comme c'est par effet de Vernier, comme on va regarder sur des temps très très longs, on est capable de mesurer très précisément la pulsation de l'oscillation. Et effectivement, on avait trouvé que c'était la pulsation de 2 oméga. Le facteur de qualité était de l'ordre de 2000, donc c'était vraiment quelque chose qui oscillait pendant très 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 longtemps. Certes, ça s'amortissait un petit peu, mais l'amortissement qu'on voyait était compatible avec le fait que notre piège n'était pas parfaitement isotrope, c'est-à-dire oméga x n'était pas parfaitement égal à oméga y, donc ça venait briser, mais de manière triviale, le mode monopolaire, enfin l'invariance d'échelle du mode monopolaire. Donc là, je dirais, on n'a pas vu le moindre effet quantique là-dessus. Il y a eu des expériences qui ont été faites beaucoup plus récemment à Cambridge, toujours sur des atomes fermioniques, au voisinage d'une résonance, c'est le groupe de Michael Keul. Donc là, a priori, les chercheurs de Cambridge s'attendaient à voir une brisure de la variance d'échelle de ce mode monopolaire. Donc ils ont fait varier la longueur de diffusion petit a2 sur plusieurs ordres de grandeur. Ici, un log de Kf. Kf, c'est le vecteur d'onde de Fermi de ce gaz d'atome fermionique, donc ça a varié sur plusieurs ordres de grandeur. Et malgré tout, eh bien, ils n'ont pas vu de brisure d'invariance d'échelle de ce mode.
c'est-à-dire qu'ils l'ont encore excité, ils l'ont excité avec une excitation forte, une excitation faible, et à chaque fois, ils ont vu une fréquence 2 oméga. Alors que là, a priori, je le sais parce que j'ai discuté avec eux, ils s'attendaient naïvement à voir une manifestation claire de cette anomalie quantique. Alors, la raison pour laquelle ils n'ont pas vu l'anomalie quantique, ça a été expliqué par Taylor et Randeria un peu après, enfin une fois qu'ils ont mis leurs résultats sur l'archive. En fait, quand on fait le calcul dans ce gaz de fermion de l'anomalie quantique pour le mode monopolaire, on trouve qu'il y a 2 contributions, et il se trouve que ces 2 contributions se compensent l'une avec l'autre de manière un peu fortuite. C'est-à-dire que là, je ne pense pas qu'il y ait une symétrie cachée derrière cette compensation, mais de manière un peu fortuite, la compensation est presque exacte, et du coup, la précision de mesure des manipes de Cambridge n'était pas suffisante pour aller voir le résidu, finalement, de ces 2 contributions. Donc, pour le moment, on est un peu bredouille à ce stade, c'est-à-dire que sur ce mode monopolaire, on n'a pas encore vu vraiment une signature claire de cette anomalie quantique, alors que c'est vraiment quelque chose, un candidat très, très, très bien, parce que, en principe, mesurer des fréquences, c'est ce qu'on sait très bien faire en physique. Donc, si on nous dit mesurer tel déplacement de fréquence, normalement, on devrait être capable de le faire. Mais ces déplacements sont vraiment petits, même dans un régime où on aurait attendu naïvement à ce qu'ils soient beaucoup plus grands, puisque là, on était dans le cas d'une interaction forte. Voilà. Donc, ça m'amène à la fin du cours d'aujourd'hui. Et je voudrais, dans les 3 diapositives qui restent, et les quelques minutes qui restent, faire finalement un bilan de ce qu'on a vu pendant cette série de 6 leçons sur la transition de Kosterlitz-Thouless et son environnement, si je puis dire. Donc, ce qu'on a fait, eh bien, on est parti de Peierls des années 30 pour passer par ce travail fait par ces 3 personnes, Berezinski d'une part et puis Kosterlitz-Thouless d'autre part, au tournant des années 70. Et ce qu'on a donc essayé de voir ensemble, c'est comment est-ce qu'on a pu contourner finalement l'argument de Peierls qui avait été suivi dans le début des années 60 par le théorème démontré par Mermin Wagner et puis Hohenberg, qui était le fait que quand on avait une symétrie continue, eh bien, cette symétrie ne pouvait pas être brisée à température non nulle si le système était de basse dimension. En dimension 1 ou dimension 2, au moins si j'ai des interactions à courte portée, eh bien, il n'y avait pas de brisure spontanée d'une symétrie continue. Ce qui veut dire qu'à 2 dimensions, il n'y a pas de cristal qui se forme, il n'y a pas de condensation de Bose-Einstein. Donc ça, c'était un résultat négatif, un peu frustrant. Et c'est là que ces 3 gentlemen sont arrivés pour montrer que, bien que Mermin Wagner et Hohenberg sont parfaitement corrects, eh bien, il y a malgré tout possibilité d'une transition de phase non conventionnelle en présence d'interaction. Pour un cristal, ça c'est ce qu'on a vu dès le premier cours, il y a possibilité d'avoir, même si on n'a pas un ordre cristallin au sens strict du terme, il y a possibilité d'avoir un ordre orientationnel, c'est-à-dire que si vous attendez à voir localement un cristal triangulaire, eh bien, les côtés du triangle restent parallèles entre eux, même si les atomes ne sont pas exactement aux bons endroits, la forme du quasi-cristal, si je peux l'appeler comme ça, reste correcte. Pour notre gaz de Bose, qui est ce qui nous a occupé le plus, eh bien, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une transition superfluide qui pouvait se produire, bien qu'il n'y ait pas de condensation de Bose-Einstein. Cette transition superfluide, on l'a décrite donc, dans le cadre de la propagation de champ classique. On a donc modélisé notre champ psi de R comme un objet complexe avec une densité et une phase. Et le point crucial, c'est que l'observable associé à ce champ classique, c'est le champ de vitesse, qui est le gradient de la phase. On s'est placé dans le cas d'un potentiel de contact, au moins pour le champ classique. Et le point très important sur lequel j'ai beaucoup insisté, c'est le fait que bien qu'on utilise une méthode de champ classique, il restait néanmoins une quantification dans notre étude. Et cette quantification était essentielle. C'est parce qu'on a dit que la vitesse, c'était le gradient d'une phase. Eh bien, quand vous prenez un gradient d'une phase et que vous prenez un contour fermé et que vous intégrez le gradient de la phase sur ce contour, eh bien, comme la phase elle est définie modulo 2π, vous avez forcément, après intégrer le gradient de la phase sur un contour, un résultat qui est 2π fois un nombre entier, relatif, plus positif ou négatif. Et donc, comme la vitesse, c'est h bar sur m fois le gradient de la phase, quand vous intégrez la vitesse sur un contour fermé, vous obtenez forcément h bar sur m fois 2π fois ce nombre entier relatif. Et ce qui est contenu dans cette intégrale, c'est encore une fois ce qu'on a vu ensemble, eh bien, c'est la notion de défaut topologique. Vous pouvez trouver bien sûr n égale 0, à ce moment-là, ce n'est pas très intéressant, mais si vous trouvez un n égale 1 sur un contour fermé, ça veut dire qu'à l'intérieur de ce contour, il y a un défaut topologique, un vortex, et c'est à partir de ces vortex que la transition BKT s'est construite, et qu'on l'a construite ensemble.
Alors, je vous remets ce dessin-là, que j'ai déjà décrit au début de ce cours, donc je ne le commande pas plus. C'est la manière dont les vortex peuvent s'apparier à basse température ou se désapparier à haute température. Le point important, c'est ce quasi-ordre à longue portée qui apparaît à basse température. C'est le fait que la fonction G1, qui caractérise la cohérence de phase entre deux points, eh bien, dès que vous passez la transition, que vous passez de l'état normal à l'état superfluide, cette fonction G1, au lieu de décroître de manière exponentielle ici, elle décroît algébriquement comme 1 sur R puissance état. Donc une décroissance beaucoup plus douce de la fonction G1 dès qu'on passe dans l'état superfluide. Elle ne tend pas vers une valeur non nulle à l'infini, sinon ça violerait le théorème de Mermin-Wagner, mais elle décroît très très doucement quand R tend vers l'infini. Au point de transition, on a vu ce saut universel de la densité superfluide qui passe de 0 à 4, et puis qui ensuite augmente pour que la densité superfluide devienne finalement égale à la densité totale à température nulle. On a caractérisé le point critique, et plus généralement, donc, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu que l'équation d'état présentait une invariance d'échelle, c'est-à-dire que la densité en fonction de t et de mu dans l'approximation de champ classique était une fonction de kt sur mu seulement. Quelle comparaison avec les expériences? Eh bien, ça, c'est ce que j'ai décrit à la fois la semaine dernière et cette semaine. Le point critique, on l'a vu la semaine dernière, bon accord avec l'expérience, ça c'est bien vérifié. L'invariance d'échelle de l'équation d'état, au moins pour les faibles interactions, on l'a vu tout à l'heure, bon accord également avec les expériences. En revanche, le quasi-ordre à longue portée laisse à désirer. Comme je le disais la semaine dernière, aussi bien pour les expériences faites avec des atomes ou des molécules ou des gaz de polariton de cavité, eh bien, la preuve de ça avec le coefficient état attendu théoriquement, ça n'a pas été validé expérimentalement encore. Je ne pense pas que ce soit un défaut de la théorie, encore qui sait, je veux dire, il faut le tester, mais c'est que c'est vraiment très difficile de mesurer ces décroissances algébriques avec des exposants état qui sont faibles. L'exposant état le plus grand, c'est 1/4, donc dès que vous avez des défauts dans le système, eh bien, ça a tendance à augmenter la vitesse à laquelle G1 va décroître, et donc sur le plan expérimental, c'est vraiment difficile d'aller mesurer ça. Mais je dirais, pour les expérimentateurs, c'est un enjeu de mettre en évidence ce quasi-ordre à longue portée. Pour l'instant, je ne dirais pas que le problème a été complètement résolu. En revanche, pour les deux autres points, là, on est assez confortable. Et puis, ce qu'on a vu aujourd'hui, donc, et je vais terminer avec ça, c'est donc la nécessité d'aller au-delà du champ classique quand G tilde devient de l'ordre de 1 ou supérieur à 1, ce qui est possible dans ces gaz d'atomes pris au voisinage d'une résonance de Feshbach. Il faut alors régulariser le potentiel de contact. Ça introduit une échelle de longueur qui brise l'invariance d'échelle. La transition BKT, elle est toujours présente, mais sa description théorique passe à ce moment-là par des méthodes de simulation Monte-Carlo quantique. Vous en avez vu un exemple, et l'accord à ce moment-là est bon. Et puis, il y a cette manifestation dynamique simple de l'invariance d'échelle, qui est le mode de respiration d'un gaz piégé. A priori, c'est un bon candidat pour détecter l'anomanie quantique. Ce serait même vraiment très élégant de le faire comme ça. Pour l'instant, c'est en deçà des pressions de mesure. Donc là encore, il y a une marge de manœuvre, une marge de progression pour les expérimentateurs. Voilà, donc ça nous a permis finalement de couvrir une partie du prix Nobel de 2016, attribué à Kosterlitz-Towles. Je vous rappelle que ce prix Nobel, il avait été attribué avec dénominateur commun à la topologie, mais il y avait une partie qui était la transition de phase topologique, c'est la transition BKT, c'est ce qu'on a vu cette année, et l'autre partie, c'est la matière topologique elle-même. Et comme je n'ai pas envie de m'arrêter en chemin, eh bien, je vous propose de continuer l'année prochaine, à peu près à la même période de l'année, par la deuxième partie du prix Nobel de 2016, qui sera donc la matière topologique et son exploration avec les gaz quantiques. Et ce que j'aimerais étudier dans ce cours de l'an prochain, c'est comment est-ce qu'on peut, avec des systèmes d'atomes froids, des systèmes de lumière, des systèmes de matière, les systèmes hybrides que sont les polaritons, comment fabriquer l'équivalent de l'effet Hall quantique, comment fabriquer l'équivalent d'isolants ou de supraconducteurs topologiques. Avec eux viennent la notion de fermions de Majorana. Donc c'est une physique également très très riche qui est en train de progresser rapidement. Et là, je dirais que c'est des choses qui sont peut-être moins anciennes que la transition BKT, qui datait des années 70. Là, les notions d'isolants topologiques et supraconducteurs topologiques ont à peine 10 ans. Et donc là, il y a encore beaucoup de choses qui se développent, aussi bien avec les atomes froids qu'en matière condensée. Voilà, eh bien, je m'arrête ici pour cette année. Je vous rappelle le séminaire d'Isabelle Bouchoul d'ici un quart d'heure. Et je vous remercie pour votre attention.